C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. En moyenne, 60% de la population des pays qui constituent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, habitent en zone rurale. Les taux d'électrification rurale dans la région demeurent extrêmement faibles et les estimations suggèrent que pour la région dans son ensemble, seuls 19% de la population rurale a accès à l'électricité. Nous parlerons aujourd'hui de l'initiative Smart Village ou Village Intelligent. Qu'est-ce que c'est et comment rendre possible un tel projet dans les différents pays de l'Afrique? Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes bienvenus à deux dames brillantes dans le FinTech. Je voudrais sans dire bienvenue à Aïssa Tanaba Koulibaly sur notre plateau. Oui, merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes CEO de Afacto Group et en face nous avons Lidwin Conan, elle est directrice des opérations de Magma Sand. Bienvenue sur notre plateau. Alors qu'est-ce que ça vous fait, vous deux dames, sur un plateau pour parler de FinTech, madame? On est heureuses toutes les deux et c'est vraiment un honneur que vous nous recevez aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits. À quel niveau? À votre niveau? Au niveau de... Au niveau de notre secteur. D'accord, très très bien. Alors vous avez pris part à un ex-FinTech Forum à Abidjan récemment. En quoi consistait ce forum et qu'est-ce qui a justifié votre présence à un tel forum? Alors, le Next FinTech Forum est un must-have ou un must-be. C'est la plateforme de rencontre clé pour nous, acteurs du secteur de la FinTech, en Côte d'Ivoire, dans la zone du Moyen et dans le monde. Donc c'était pour nous une obligation d'être présent pour renouveler notre engagement à participer à cet écosystème en tant qu'acteur clé, de rencontrer des partenaires, de rencontrer de potentiels investisseurs et de pouvoir présenter le modèle Magma Sand et combien nos solutions peuvent être utiles. D'accord, on imagine que c'est pour les mêmes raisons, mais pour les téléspectateurs, quand on parle de FinTech, il faut que ce soit assez simple pour leur propre compréhension. C'est quoi la FinTech? Mais la FinTech, c'est une société financière qui allie la technologie. On essaie de rendre smart les finances à travers la technologie. C'est l'explication aussi simple que je peux D'accord, et sur les raisons de votre présence à ce forum? Afacto se devait d'être vraiment présent pour ce forum-là. Déjà, merci à M. Alexia pour l'invitation et sa disponibilité. Le FinTech Forum, c'est l'événement. L'événement de l'année, on n'est vraiment pas raté en Afrique. C'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on discute et c'est aussi potentiellement un lieu de partenariat, de mise en relation, de mise en réseau et aussi de mise à la lumière de nos produits. D'accord. En antenne, on est en train de le dire que les femmes ne sont certainement pas suffisamment représentées dans les FinTech. Quelles en sont les raisons et qu'est-ce qui est fait au quotidien par vous qui êtes porté en avant? On va dire le secteur de la finance de manière classique est un secteur très conservateur. Donc en général, c'est un secteur dans lequel se portent davantage les hommes que les femmes. Mais il y a des têtes fortes. Quand on regarde nos collaborateurs en général, les femmes se distinguent par cet engagement, cette volonté de démontrer, de prouver qu'elles ont leur place sur ce secteur. Donc, dans ce type d'événement, justement, l'idée, c'est de mettre en lumière nos collaboratrices, leur donner l'opportunité de pouvoir présenter leur maîtrise de ce secteur et des questions liées à la finance. D'accord. Alors qu'il a démontré que les femmes sont de très très bonnes gestionnaires, nous avons reçu parfois certains banquiers qui préfèrent prêter à des femmes. Donc dans le secteur financier, les femmes sont de très très bonnes gestionnaires. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs culturelles, mais aujourd'hui, on pense que toutes ces pesanteurs-là sont en train de descendre. Tout à fait. Même les investisseurs ont tendance à avoir confiance aux femmes, parce qu'on prend moins de risques, parce qu'on essaie vraiment de mesurer les risques avant d'y aller. Dans le domaine des FinTech, je me dis que s'il y a moins de femmes, c'est plus, d'une certaine manière, notre côté maternel aussi. Parce que l'installation d'une FinTech, travailler dans une FinTech, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail et beaucoup de sacrifices que peut-être certaines femmes n'ont pas potentiellement envie de prendre parce qu'on a des enfants, parce que ça demande des sacrifices qu'on n'est pas forcément prête à faire pour le foyer et tout ça. Mais comme elle l'a dit, il y a des têtes fortes qui ne lâchent pas. Et quand on ne lâche pas, on arrive toujours à atteindre ses objectifs. Parlons un peu des instruments, du matériel, de la compétence, de la formation qu'il faut pour bien exercer dans ce domaine. On va dire que c'est un secteur qui est vraiment transversal, c'est très nouveau. Les problématiques liées à la technologie, c'est depuis les années 2020, donc ça fait quoi 2000, pardon, ça fait environ une vingtaine d'années. Donc on n'a pas encore de compétences
clés de formation typiques existantes. Donc c'est un secteur qui accueille. On a besoin d'experts en communication, d'experts en opération, d'experts en finance, d'experts de banquiers qui se reconvertissent, d'experts dans le secteur de l'import-export. Donc c'est un secteur ouvert. Il faut juste avoir de la niaque, l'envie d'apprendre, la volonté. Et je pense qu'on y arrive. Quel type de formation, si ce n'est pas une question trop personnelle, vous avez fait pour vous sentir suffisamment à l'aise dans ce domaine, quand on sait que tout ce qui est technologie, c'est les téléphones, c'est le digital, c'est l'ordinateur? C'est bien que vous en parlez parce que je suis actuellement sur Challenge Plus Afrique. Je suis retournée encore dans une grande école en sachant que j'ai déjà fait une grande école. Et en fait, on n'a jamais assez de formation. Il faut savoir, comme elle l'a dit, c'est un secteur où on a besoin de beaucoup de potentiel, beaucoup de personnes et beaucoup de formations qui s'allient pour créer une fintech. Comme vous l'avez entendu, il faut du financier et il faut de la tech. Et les financiers ne sont pas technologiques. Donc généralement, c'est des entrepreneurs ou des sociétés qui font tout ce qui est développement de tech qu'on allie à nos connaissances dans les finances pour aller un peu dans notre sens. D'accord, parlons un peu des avantages de la technologie liée à la finance. On sait que dans les zones rurales, la plupart du temps, les infrastructures ne sont pas suffisantes. Mais aujourd'hui, avec le mobile money, les gens ont la possibilité d'être sur place et de pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Quelles sont les opportunités que l'Afrique, les pays africains, auront en investissant suffisamment dans ce secteur? Il y a une redistribution de cartes qui se fait maintenant. Tout à fait. Et ça, c'est grâce à la technologie. Et je crois que l'Afrique a vraiment pris conscience de cette opportunité. On l'a saisi. Quand vous voyez aujourd'hui, pendant le forum, le nombre d'entreprises qu'il y a et qui se créent tous les jours pour répondre aux nombreuses problématiques que l'on rencontre ici, c'est vraiment un secteur prometteur. Aujourd'hui, quand vous regardez la croissance du mobile money en Côte d'Ivoire, pour prendre juste l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, combien de millions de comptes, ce n'est pas la même expérience qu'on a avec le secteur bancaire, malheureusement. Pourquoi? Parce que le mobile money répond à une problématique directe. J'ai mon argent directement dans mon compte et je l'utilise pour faire face à tous mes besoins au quotidien sans nécessairement avoir besoin de sortir de ma maison. Et ça, c'est quelque chose d'innovant. Et aujourd'hui, on remonte à partir de cette technologie-là pour apporter des services différents. On parle de crédit digital, on parle de transfert instantané, on parle de crypto-monnaie, de blockchain. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent en perspective. Et je crois que nos jeunes frères qui arrivent du secteur universitaire ou des études se préparent pour pouvoir être une réponse à ce secteur-là. Il y a cette forte demande. D'accord. Et votre entreprise, elle est basée en France et ouverte dans les différents pays de l'UEMOA. Quel est votre regard quand vous essayez de vous projeter sur cette Afrique-là par rapport au FinTech, par rapport à l'évolution du numérique? Comment est-ce que vous voyez l'Afrique dans les prochaines années? Moi, je suis en ébullition. J'ai la vision, comme vous le dites, de la France. Je suis dans le monde FinTech en France. Et quand je viens en Afrique, aujourd'hui, je me dis que je suis heureuse parce que je me rends compte qu'on est en train d'y aller. On a l'Afrique qu'on veut, on a l'Afrique qu'on aura dans le futur et que les FinTech vont révolutionner les finances, vont révolutionner la santé, l'éducation, vont révolutionner. En fait, les FinTech risquent de rendre l'Afrique un peu plus smart que nous-mêmes on l'imagine pour la suite. Parce que c'est la solution. Les cryptos, le blockchain, tout ce qu'il y a autour de ça. Et tant qu'un Africain arrive à avoir un smartphone, on peut lui ramener tous les services qu'il a besoin pour aller développer son pays, son village, comme on l'a dit, et développer sa vie personnelle. Au nombre des sujets qui ont été abordés au cours de ce forum, il y avait la notion de smart village ou village intelligent. C'est peut-être pas une notion nouvelle, mais elle est un peu nouvelle pour la plupart, certainement, des téléspectateurs. Nous allons essayer de voir ce que c'est qu'un smart village. Oui, simplement, on part d'une traduction littérale, simplement village connecté. Alors, c'est dire comment utiliser la technologie aujourd'hui et tous ses avantages pour améliorer le quotidien des populations rurales. C'est ça, en fait, le smart village. Donc, on appelle tous les acteurs et on réfléchit ensemble à mettre en place une plateforme qui permet de pouvoir tranquillement amener nos populations à réaliser ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc, ça nous amène à porter des solutions technologiques sur différents segments, agriculture, sur le segment de l'emploi, sur le segment des services financiers, sur le segment des transferts, sur le segment de la gestion même administrative de la vie des populations rurales. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer le quotidien à partir de la technologie. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut y parvenir quand on voit les réalités de nos zones rurales, problèmes d'électrification, des problèmes primaires encore. Si je prends l'exemple de mon activité, par exemple de la facturage ou le reverse,
Nous pouvons donner par exemple la possibilité à un agriculteur qui est dans une zone rurale de pouvoir mettre en valeur ses produits sur notre marketplace, de vendre avec un autre pays, l'Europe ou ailleurs, et de se faire financer ici sans pour autant vraiment maîtriser la tech. Donc c'est l'approche fintech que nous on peut faire par rapport à la facturage pour rendre un village smart. Le dire comme ça paraît très beau, ça paraît rêveur, ça paraît intéressant, mais on se dit dans la pratique. Dans la pratique, comment est-ce que cela est vraiment possible? Quand on sait que même dans les zones urbaines, souvent la couverture en termes de connexion, en termes de pénétration à Internet, c'est un problème. Et on veut révolutionner le village, on veut révolutionner les zones rurales. C'est la responsabilité de qui? Des entrepreneurs? Une volonté politique? On dirait que c'est une responsabilité conjointe et commune. Conjointe, tout à fait. Donc l'idée c'est le secteur privé, je prendrai l'exemple de Magma, a identifié un besoin. Nous avons nos parents dans les villages qui ont besoin de vendre, qui vendent leur production et qui ont besoin de récupérer les fonds. Aujourd'hui, le système permet à ce que les fonds leur soient acheminés de manière manuelle, cash. Et avec le cash, il vient tout un ensemble de problématiques. Le vol, les agressions, et il y en a même des décès. Et c'est une problématique à laquelle Magma a voulu apporter une réponse. Aujourd'hui, de manière instantanée, les coopératives reçoivent les fonds directement sur un compte bancaire. Elles restent dans leur bureau et elles font des transferts de manière périodique et automatique à partir de la plateforme pour créditer de manière instantanée les comptes des agriculteurs, sans qu'il n'ait besoin de sortir de son champ, de sortir de sa chambre, de sortir de son village pour aller récupérer les fonds. C'est la sécurité, c'est la disponibilité et on lui permet de pouvoir accéder à des services financiers de base, mais qui, pour moi, le ramène à un statut humain auquel il a réellement droit. Donc pour revenir pour accomplir ce type d'initiative-là, on a besoin de la participation de tous, de la participation je veux parler du secteur public autant que le secteur privé. Donc que des investissements conséquents soient faits en matière d'infrastructure, parce que nous ne pouvons pas le faire parce qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas construire toute cette architecture en termes de distribution et de mapping. Donc il faut que des investissements en termes d'infrastructure soient faits, mais aussi qu'il y ait cet accompagnement au niveau de la volonté commune d'adresser cette situation-là, parce que c'est une situation qui n'a que trop duré. Et je crois qu'au travers de ces initiatives internationales portées par ces institutions financières internationales, il y a des avancées. Cela a déjà été fait au Niger. Cela sera certainement fait aussi dans les autres pays de l'Afrique. D'accord, on va certainement revenir sur le cas du Niger tout à l'heure. Lorsque vous regardez ce à qui revient, vous avez parlé de responsabilité conjointe, c'est vrai, mais nos États, nos gouvernants qui doivent construire des infrastructures. Lorsque vous regardez, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de l'espoir? Parce que parfois, on veut aller sur les priorités. Certains pensent à la santé, certains pensent à l'éducation. Il y a même des ministères chargés de l'économie numérique qui existent. Mais est-ce que c'est une priorité pour certains États aujourd'hui? Je pense que oui. Parce que les États se sont rendus compte aussi que rendre ces villages smart, c'est aussi un pas en avant sur la décentralisation qu'ils ont envie de faire depuis un petit moment. Donc ça va faciliter la décentralisation, ça va rendre ces villages autonomes et surtout ça va les rendre, ça va les accompagner sur l'évolution, moi je pense. D'accord, revenons maintenant sur le cas du Niger. Si je ne m'abuse, en décembre 2020, il y a une initiative qui a été lancée dans le cadre de Niger 2.0 qui visait à toucher un peu plus d'1 million d'habitants de certains villages qui sont la plupart du temps dans l'agriculture. Quel était donc le besoin de ces populations et en quoi consistait ce projet de Smart Village? Alors c'était vraiment une belle initiative à saluer déjà, parce que l'idée était de travailler avec tous les acteurs au niveau du Niger pour pouvoir fédérer les différentes forces et mettre en place cette belle initiative. Donc aujourd'hui, à partir des échanges qui ont pu être faits, une plateforme a été développée et cette plateforme a permis aujourd'hui de pouvoir créer des produits financiers qui améliorent l'expérience client, qui donne accès aux populations à des services financiers de base. Un compte mobile money, faire des transactions, recevoir l'argent, faire un transfert vers un enfant, etc. Mais aussi améliorer l'expérience au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'éducation et même dans les pratiques, les techniques agricoles. Elles ont été améliorées à partir de cette initiative. Et je crois que les problématiques qui ont été agressées au Niger sont les mêmes. D'une manière générale, quand nous regardons la place prépondérante de l'agriculture pour l'Afrique, d'une manière générale. Donc c'est une initiative qui sera certainement, je l'espère, répliquée ou reproduite ici en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la zone. D'accord. La question de l'éducation au numérique, l'éducation au digital, quand on sait que le taux d'alphabétisation est parfois pas très très élevé en Afrique et surtout dans les zones rurales. On n'a pas peut-être les conclusions
au niveau du Niger, mais c'est un très bon projet. Elle vient de le signifier. Donc, comment faire en sorte que la question de la formation puisse accompagner pour que la population soit réceptive et comprenne le bien fondé et puisse effectivement s'y investir? Mais je prends déjà l'exemple de tout ce qui s'est développé pendant le Covid. Pendant le Covid, les écoles ont fermé. Et même en Afrique ici, on a vu qu'il y avait des visios, des profs qui arrivaient à faire des cours en visio. Donc moi, je pense que c'est la solution. Accompagner le développement, accompagner l'éducation avec des visios, des moods et des plateformes qui développent. Aujourd'hui, il y a plein de fintech qui se spécialisent dans l'éducation et qui arrivent à mettre en place des plateformes qui peuvent mettre des mini-vidéos de formation et ramener carrément des professeurs qui viennent d'ailleurs pour former des jeunes ou mettre carrément d'autres formations plus poussées, notamment universitaires, en place. D'accord, c'est vrai qu'on parle de fintech, mais on parle de Smart Village. Il n'y a seulement pas l'aspect financier, il y a aussi l'aspect infrastructurel, il y a le travail à faire sur les hommes, sur les habitants. Comment faire en sorte que tous ces aspects que je viens d'évoquer puissent suivre. C'est vrai que la question du mobile money se développe de plus en plus. On n'a pas besoin de grands prérequis pour pouvoir utiliser ce genre de service. Vous avez parlé de la santé, de l'éducation, qui est bien notre domaine. Comment faire en sorte que dans tous ces différents domaines-là, les populations puissent suivre. Je parle des populations rurales, bien entendu. Enfin, la première chose, je pense que ça a été peut-être l'une des erreurs de nos prédécesseurs dans le cadre des initiatives pour adresser les problématiques des populations rurales. L'idée, c'est de pouvoir mettre sur la même table tous les acteurs du secteur. Il faut appeler les villageois, appeler les communautés, leur demander, en fait, requérir leur intervention, leur demander leur feedback. Il faut les appeler pour comprendre leurs réelles problématiques. On ne peut pas rester dans nos positions au niveau des villes avec des problématiques complètement différentes et proposer des solutions. Donc je pense que c'est la première étape. Mettre tous les acteurs autour d'une même table et discuter. Pour comprendre et laisser la parole aux populations pour qu'elles s'expriment réellement. Et ensuite, revenir faire une évaluation des solutions existantes pour comprendre quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, tirer des leçons. Et à partir de là, ensemble, en utilisant les bienfaits de la technologie et en s'inspirant aussi des modèles kenyans et autres qui sont vraiment très aboutis et proposer des solutions qui vont correspondre aux besoins. Toujours dans cette démarche d'échange continu. Nous proposons, nous obtenons un feedback. Est-ce que la solution est pertinente? Est-ce qu'elle est correcte? Nous la testons et nous évoluons au fur et à mesure jusqu'à atteindre un niveau de stabilité dans lequel nous ressentons un véritable impact dans le quotidien des populations. Vous qui travaillez déjà en France, quelle est l'expérience? C'est vrai que c'est un pays très évolué. L'expérience de là-bas qu'on pourrait implémenter en Afrique, dans les pays africains? La décentralisation, comme je l'ai dit. La France a rendu quand même autonome. Il y a des villages vraiment reculés qui ont accès à l'Internet, qui arrivent à avoir des services de base chez eux. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller ailleurs, même si je sais que la France aussi a ses problèmes. Comme elle l'a dit, on s'inspire. Quand moi j'interviens sur des forums d'entrepreneurs, je leur ai toujours dit, j'ai dit, n'inventez pas l'eau. Allez chercher ce qui marche là-bas, ça marchera ici. Adaptez-vous tout simplement à votre environnement, adaptez-vous à votre clientèle et essayez de faire évoluer votre produit avec les réalités du terrain. Donc, il faut qu'on s'inspire, comme elle l'a dit, il faut qu'on discute, mais il faut surtout faire une adéquation homme-projet. Parce que ce qui peut marcher au Niger ne marchera pas forcément en Côte d'Ivoire, ne marchera pas forcément au Togo. On a tenu compte des réalités. Des réalités, parce qu'on est en Afrique. Et qu'on a nos coutumes, on a nos us et coutumes et on a surtout nos réalités qui sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Donc il faut faire une adéquation, il faut discuter, et il faut avoir les feedbacks comme elle l'a dit. D'accord, revenons à la question de la gente féminine dans ce domaine. Est-ce que vous avez personnellement un projet de créer des formations pour encourager les femmes à s'investir dans ce domaine? Alors, pour s'investir dans le domaine de la fintech ou des smart? De la fintech. Ok, de la fintech d'une manière générale. Alors déjà chez nous, au niveau de Magma, notre CEO est une dame. Donc Madame Jacqueline Abi, donc qui a une certaine expérience une expérience avérée dans le secteur de la finance technologique et des remittances et qui a compris qu'il y avait un réel besoin et qui a mis en place une équipe dans laquelle nous sommes ravis de travailler avec les femmes. D'accord? Et après cette démarche-là de construction d'une solution qui fonctionne, on a cet échange continu avec nos clients. Donc bientôt nous partons encore à l'intérieur du pays pour rencontrer les populations et du fait que ce soit une entreprise féminine, notre regard est assez porté sur la gente féminine. Donc nous sommes à l'écoute
nous écoutons les problématiques, elles sont déjà très bien organisées, quoique pas toujours mises en avant, mais vraiment très bien organisées sous forme d'associations, associations de commerçantes, associations de cultivatrices, coopératives. Et les fonds qu'elles gèrent sont bien gérés entre elles. Donc l'idée, c'est juste de pouvoir apporter notre expertise en termes de technologie pour les aider à pouvoir mieux gérer, assurer une meilleure traçabilité de leurs fonds. Et à partir de cette traçabilité, leur permettre de pouvoir requérir en fait des supports des institutions financières plus grandes, des banques, pour les accompagner dans leur expansion. Et je crois que c'est des choses qui vont réellement se faire. Quand vous regardez par exemple l'exemple des tontines, qui sont très gérées et qui sont très efficaces au niveau des femmes, on se rend compte qu'elles ont déjà cette maestria. Il suffit juste d'une patience et d'être accompagnées. Et nous, on le fait avec des traducteurs locaux pour être sûr de bien faire passer le message. Et nous prenons le temps de vraiment comprendre leurs problématiques et préparer des solutions communes, toujours en assurant ce feedback-là. D'accord, toujours au niveau de l'accompagnement et de la formation. Vous qui avez une zone géographique beaucoup plus large, est-ce que vous avez un projet? Moi, j'ai déjà commencé ce projet-là, c'est de former des jeunes filles dans le tech, former des codeuses, des développeuses et des filles dans nos codes. D'accord, quand on parle de codeuses, développeuses, ça veut dire qu'il y a des prérequis, c'est des jeunes dames qui... Pas forcément. Pas forcément, c'est pour ça que je dis codeuses et nos codeuses ou développeuses. Ah d'accord. Voilà, parce qu'il n'y a pas de prérequis, il faut vraiment avoir envie d'y aller, il faut y aller. Et aujourd'hui, quand on parle de FinTech, la partie tech, on n'en a pas beaucoup, que ce soit ici et même en France, on a ce problème-là. Mais la formation, je sais que les filles qui sont ici ont les capacités, elles ont la volonté d'y aller. Surtout. Et j'étais vraiment heureuse quand on a lancé les appels pour pouvoir que les filles viennent s'inscrire. On n'avait que 30 places, il y avait au moins 200 filles qui étaient inscrites. Donc ça prouve qu'elles ont envie, qu'elles ont compris que l'avenir, c'est surtout à elles d'aller le chercher en fait. Parlons de perspective, il nous reste quelques 4-5 minutes pour finir l'émission. Parlons de perspective. Après un forum de 2 jours, un forum avec des conférences, des débats de haut niveau, quelle est la suite pour vous? La suite, c'est finir les échanges, aller sur le terrain et résoudre les problèmes. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir de nouveaux partenariats. Donc, nous allons poursuivre les échanges et les sceller. Et ensuite, déployer nos solutions sur le marché. Je vous le disais tout tantôt, aller rapidement dans le secteur des populations rurales parce que c'est une problématique très importante et qui nous tient à cœur pour pouvoir apporter nos solutions, les solutions Magma aujourd'hui et résoudre les points. Et on le commence dès la semaine prochaine. D'accord. La même question en termes de perspective après ce forum de haut niveau. Aller encore plus loin. Comme elle l'a dit, finaliser les partenariats qu'on a déjà commencé, mais surtout, ça nous pousse encore plus à aller plus loin et être à la hauteur pour venir pour présenter autre chose l'année prochaine. Parce que Next FinTech, c'est l'année prochaine encore. Oui. Parlons un peu de projets. De projets, toujours dans les FinTech, les questions liées à la technologie, etc. Lorsque vous regardez toujours l'Afrique, parce que nous sommes dans un talk Afrique, et les populations africaines sont intéressées par tout ce que nous sommes en train de dire. Si vous aviez un pouvoir de décision dans un pays et que vous devez apporter des réformes en termes de projets au niveau FinTech, quels sont les aspects que vous mettriez en avant? Alors, on va dire la première chose, on nous a posé aussi cette question et j'aime qu'elle nous soit reposée à chaque fois. Oui, c'est important. Donc, la première chose peut-être que j'aurais mis en place, c'était une politique d'ouverture et de partage de données. De partage de données et d'échanges. C'est quoi une politique d'ouverture? C'est-à-dire, vous savez, malheureusement, lorsqu'une entreprise passe en tant que pionnier, elle vit certaines expériences. Et ces expériences sont certainement bénéfiques aux entreprises qui arrivent. L'idée, c'est, vous avez ratissé large, et d'autres viennent et vont ratisser un peu plus petit pour répondre ou adresser des problématiques auxquelles vous n'avez pas eu le temps de faire face ou qui peut-être à ce moment ne se présentaient pas. Pour aller plus vite, il faut collaborer. Partagez-nous l'expérience que vous avez vécue, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, comment est-ce que vous avez dépassé, quelles sont les technologies, la maîtrise que vous avez obtenues, et vous les partagez, nous on ajoute notre nouvelle expertise et on répond plus rapidement aux problématiques des populations. Parce que le besoin, il est immédiat. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore sur le marché et c'est quelque chose qui est très important. Donc un partage de données, un partage d'expérience, énormément de sessions d'échange
Et si ce cadre est déjà mis en place, cette ouverture d'esprit est déjà mise en place, je pense qu'on aura atteint. On parle de plus en plus d'un nouveau terme, le terme de la compétition. Donc on n'est plus dans le cadre de concurrence ou de compétition agressive ou de concurrence, je préfère ce mot, mais dans une étape de collaboration pour mettre en place des solutions qui permettent de réellement changer le quotidien de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, au-delà de nos intérêts d'affaires. L'Afrique vous regarde, l'Afrique, quand tu as reçu la même question, en termes de projet, de vision prospective. Moi, c'est la réglementation. Réglementation. La réglementation, pourquoi? Parce que les fintech se positionnent généralement sur des business models innovants. Et quand on se lance, on ne sait pas forcément où on va. Et si on se positionne sur un agrément, et c'est l'agrément, je l'ai dit encore hier sur mon panel, c'est pas les démarches chronophages auxquelles les fintechs sont préparés. Nous, on est fintech. On doit aller plus très vite. À l'essentiel. Et répondre à une problématique qui est là, sans savoir vraiment le cheminement, les roadmaps. Le roadmap, il est là. Il va évoluer au fur et à mesure du projet. Et ce que j'aimerais, c'est que les États, ou en tout cas les banques centrales, arrivent à trouver en tout cas un terrain d'entente avec les fintechs pour nous permettre d'évoluer tout en nous regardant, mais d'évoluer dans des environnements réglementaires sans pour autant aller sur des agréments compliqués. Aïssata Naba Coulibaly, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes CEO de Afacto Group. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Tout à fait. Merci également à Lidwin Conan, directrice des opérations de Magma Sand. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir reçu. Merci d'avoir beaucoup. éclairé notre lanterne, celle de nos téléspectateurs. L'Afrique vous regarde. L'Afrique compte sur des femmes aussi dynamiques, talentueuses que vous, pour que vous puissiez porter haut le flambeau. Merci infiniment. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.